Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On va aborder le sujet de la cybersécurité et des données de santé. Alors un sujet un peu sensible évidemment, comme les données en question. L'axe qu'on va retenir aujourd'hui, hein, c'est de savoir est-ce qu'on peut arriver à concilier la sécurité et le partage des données. Alors je vais commencer par me présenter, je suis Christophe Matler de la délégation numérique en santé. C'est une direction du ministère de la Santé dont la mission est de déterminer la stratégie sur la santé numérique et en particulier autour de l'usage des données de santé pour promouvoir l'usage de ces données et leur partage. Donc évidemment, cette question du partage, pour nous, elle est vraiment essentielle, cruciale et essentielle pour nos concitoyens également. Malheureusement, évidemment, ouvrir ces données, c'est aussi leur donner plus d'exposition et donc augmenter les risques qui pèsent sur elles. Donc ce thème, pour nous, il est extrêmement important. Et aujourd'hui, toute notre feuille de route du numérique en santé est bâtie sur des piliers qui visent à protéger ça, et avec 3 piliers, et notamment la sécurité, l'éthique et l'interopérabilité, qui visent à contrôler la façon dont on va utiliser ces données et les partager au niveau local, national et international. Alors aujourd'hui, j'ai la chance pour discuter de ça, d'être accompagné de Dorothée De Groop, qui est déléguée générale d'Exatrust. Bonjour. Et qui, donc Exatrust, tu te présenteras peut-être plus rapidement après. Une association professionnelle qui représente les industriels français et européens de la cybersécurité, du cloud de confiance et des plateformes collaboratives. Donc Exatrust, qui est une association qui produit un certain nombre de documents, qui produit des services également, et qui accompagne, qui anime l'écosystème de ces industriels. Et de Sylvain Ruelland, que je te laisse te présenter également. Bonjour, Sylvain Ruelland. Moi, je travaille à l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est l'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Donc, on cherche à animer tout l'écosystème national pour renforcer la cybersécurité de nos infrastructures. Et moi-même, donc, je suis en charge de la coordination pour le secteur de la santé et des affaires sociales à l'ANSSI. Merci à tous les deux d'être là. Pour le sujet de ces données de santé et de leur sécurité, il a été particulièrement aujourd'hui criant dans les attaques qu'on a subies. Alors il y en a qui sont déjà assez anciennes, mais elles se poursuivent. Ces attaques, on en a vu beaucoup d'impact dans les médias, on voit souvent des choses très visibles, avec des services très perturbés, du retour au papier, etc. Ce qu'on voit moins, c'est que ces attaques, au-delà de cette phase très aiguë et qui est beaucoup relayée dans les médias, c'est que ce sont des attaques qui durent très longtemps et qui touchent à des processus auxquels on ne pense pas forcément. Effectivement, les processus de soins sont très dégradés. Effectivement, on revient au papier. C'est pas facile. Après 20 ans avoir travaillé sur la transformation numérique du secteur, revenir au papier, c'est un peu un crève-cœur, mais ça permet de continuer à prendre en charge un certain nombre de patients. En revanche, il y a certaines activités qui sont complètement interrompues aujourd'hui, qui sont intégralement dépendantes des systèmes d'information et qu'on ne peut plus poursuivre aujourd'hui sans disposer de ces moyens-là. À côté de ça, on a aussi un certain nombre de processus beaucoup plus masqués. Par exemple, l'hôtellerie, de pouvoir nourrir les patients dans l'hôpital, pouvoir faire le ménage dans leur chambre. Tout ça, aujourd'hui, c'est soutenu par des systèmes d'information qui sont interrompus. Et puis, sur des durées un peu plus longues, on a des processus administratifs, les commandes, les livraisons, la paye de tous les salariés. Et tous ces processus-là peuvent être interrompus pendant une durée extrêmement longue. Aujourd'hui, sur les grosses attaques qu'on avait eues fin 2022, on a eu des durées d'impact sur le système d'information qui ont dépassé l'année aujourd'hui. Il y a encore des systèmes qui ne sont pas redémarrés aujourd'hui, plus d'un an après. Donc voilà un peu sur l'impact. Alors on voit ces événements qui ont été très médiatisés. Les attaques continuent, pourtant je ne sais pas si vous avez remarqué, on en entend un petit peu moins parler. Donc Sylvain, est-ce qu'aujourd'hui la menace évolue sur le secteur et comment ? Oui, alors aujourd'hui, tous les pans de la société, tous les secteurs d'activité sont vraiment touchés par les attaques informatiques. Le secteur de la santé, mais pas que. On le voit à l'ANSSI, évidemment, tous les jours dans les incidents de sécurité qui nous sont rapportés et sur lesquels on fournit une assistance au travers de notre équipe de réponse à incidents, le CRTFR. Et même aujourd'hui, je pense que n'importe quel citoyen, finalement, au travers de l'actualité, a connaissance quasiment quotidiennement d'attaques par rançongiciel, donc des attaques qui paralysent des entreprises, des collectivités, de fuites de données. Et donc c'est vraiment devenu un fléau quotidien qu'on peut constater dans notre vie de tous les jours. L'analyse, elle est assez simple, et ça rejoint ce que disait Christophe, c'est que le numérique, en quelques années, vraiment s'est imposé dans tous les processus métiers de nos entreprises et notre administration. Donc il y a une très très forte dépendance au numérique. Et assez naturellement, il y a des menaces qui se sont développées pour exploiter les failles qui sont présentes dans ces systèmes. Des menaces qui sont d'origine étatique, qui ont toujours existé, qui continuent à exister, qui vont viser à déstabiliser des entreprises stratégiques, des institutions, qui vont chercher à espionner,
Donc là, on est vraiment sur le haut du spectre. Et aussi, et c'est ce qui a beaucoup touché les établissements de santé et ce qui les menace encore et ce qui menace n'importe quelle entreprise de nos jours, c'est la menace d'origine criminelle, où là, on va être sur une logique beaucoup plus opportuniste, où ce ne sont pas des entités qui sont ciblées en particulier, mais plutôt les entités les plus vulnérables, quelles qu'elles soient finalement, qui vont être attaquées par des attaquants, avec la motivation qui est de leur extorquer de l'argent, donc soit de les rançonner, soit d'exfiltrer des données sensibles, des données de santé par exemple, et de monnayer ensuite leur vente sur l'Internet clandestin. Et c'est cette menace opportuniste qui est terrible parce qu'elle frappe vraiment n'importe quelle entreprise qui n'investit pas, qui n'alloue pas suffisamment de moyens dans la sécurité. Et dans la santé, on a un secteur qui est très hétérogène, on a beaucoup d'acteurs qui constituent la chaîne de soins. Les hôpitaux, bien sûr, mais il y a les acteurs de la ville qui doivent aussi accéder aux informations, les acteurs du médico-social, les acteurs de la recherche, de l'enseignement, les fournisseurs, toutes les fonctions un petit peu plus cachées dont tu as parlé, l'hôtellerie, la restauration, qui ont aussi un écosystème propre. Et donc, il faut arriver à sécuriser tout ce petit monde-là pour ne pas laisser une porte ouverte qui va permettre de mettre à plat un système. Donc, c'est pour ça que le système de santé est particulièrement complexe à sécuriser. Mais néanmoins, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'investissements et de mobilisation au cours des dernières années qui font qu'il y a moins de crises que ce qu'on a connu par le passé. Donc aujourd'hui, les établissements, quand ils font face à un incident de ce type-là, ils sont accompagnés par un certain nombre d'acteurs. Alors d'abord des acteurs au niveau de l'État, donc il y a le CERT Santé au niveau de l'ANS et il y a le CERT-FR au niveau de l'ANSSI. Aujourd'hui, le CERT-FR, dans quel cas il intervient? Est-ce qu'il y a des exemples particulièrement marquants finalement d'incidents sur lesquels il a dû intervenir? Alors, le CERT-FR, donc le CERT, c'est le Computer Emergency Response Team. C'est un concept qui est normalisé au niveau international. C'est une équipe de réponse à incident. Et historiquement, le CERT-FR qui est opéré par l'ANSSI, il est vraiment destiné au ministère, à l'administration et aux opérateurs qui ont un statut dit d'importance vitale pour la nation. Voilà, au fil du temps et au fur et à mesure que la menace s'est étendue et touche finalement n'importe quelle entreprise, l'ANSSI et le CERT-FR ont mis en place un certain nombre de relais qu'ils ont suscités. Donc le CERT Santé fait partie de ces relais d'action sectoriels pour le secteur de la santé. On a aussi des relais territoriaux, on a des CERT de ce type dans d'autres secteurs d'activité. Et donc aujourd'hui, la logique générale qui fonctionne très bien, et merci Christophe pour ça, parce que tu as œuvré pour ça, c'est que les établissements de santé qui sont victimes de cyberattaques vont en premier niveau se tourner vers le CERT Santé, qui a une expertise sectorielle et une expérience vraiment de la gestion de cyberattaques dans le secteur de la santé et des hôpitaux, qui va se coordonner avec le CERT-FR, et finalement le CERT-FR ne va plus intervenir que dans des cas où des compétences particulières, des savoir-faire particuliers, où la nature de la menace qui frappe un établissement mérite que le CERT-FR s'implique. Merci Sylvain. Et alors parmi les autres acteurs qui sont amenés à intervenir, il y a tous les industriels aujourd'hui qui viennent protéger et puis surtout ceux qui viennent protéger, répondre pendant les incidents et aider les établissements à faire ça. Donc aujourd'hui, est-ce que ce secteur de la santé, Dorothée, il est traité comment finalement par ces industriels? En fait, ce secteur, il a été moteur, enfin notre filière, je pense qu'on a été moteur depuis 2021. Depuis 2021, il y avait à l'époque un établissement de santé par semaine qui était touché. Depuis, il y a eu un plan d'envergure du côté de France Relance. 133 établissements ont été accompagnés, plutôt par des acteurs des PME au niveau territorial. Donc typiquement, beaucoup de représentants de nos membres chez Exatrust, puisque nous avons environ 150 industriels répartis sur le territoire français et un petit peu au niveau européen. Et donc, nous avons accompagné sur les mesures d'urgence. Il y a eu 2700 mesures d'urgence qui ont été prises assez rapidement, notamment sur l'Active Directory, sur la réduction de surface d'attaque, sur le cloisonnement des infrastructures. Et ils ont continué à accompagner ces établissements de santé à la fois sur la protection de leur IT, de leur outils et sur les systèmes industriels, et puis aussi sur les objets connectés qui sont au niveau de l'hôpital, puisque comme vous l'avez dit, l'hôpital, en tout cas schématiquement, rassemble à la fois beaucoup de visiteurs, à la fois la sécurisation des réseaux, la sécurisation des systèmes informatiques, mais qui relèvent plutôt de l'administratif. Et puis vous avez tous les labos, les radios, les IRM, le laboratoire, les prises de sang, qui font que si un maillon est affecté dans la chaîne, en fait, la cyber ne soigne pas, mais elle contribue réellement au parcours de soins parce que vous devez reporter certaines opérations. Et aujourd'hui, on a même vu, que ce soit d'ores et déjà en Allemagne ou en Angleterre, des cas de décès reconnus comme étant la suite, l'inférence d'une cyberattaque. Donc en fait, on est très précautionneux à la fois sur la sécurisation des systèmes
et aussi sur quelque chose qu'on ne parle peut-être pas encore assez, mais sur la protection des données personnelles. L'hôpital, on a nos données personnelles, on a notre état de santé, on a peut-être des infos qu'on n'a pas envie de voir publicisées n'importe où, qui nous appartiennent à nous, qu'on n'a peut-être pas envie de voir dans les mains de nos employeurs ou ailleurs. Et donc, nous, nos adhérents, nos professionnels chez Exatrust, ils ont à la fois, évidemment, pour des raisons professionnelles, ils sont très préoccupés par la sécurisation des systèmes, mais également, ils ont à cœur la protection des données selon des standards de valeurs européennes, c'est-à-dire protection RGPD, protection des données, utilisation et immunité aux lois extraterritoriales pour ne pas réutiliser les données des personnes contre leur volonté à des fins qui ne sont pas, non recommandées, ou en tout cas que vous n'avez pas souhaité en tant que malade ou patient à l'hôpital. Merci Dorothée. Et donc effectivement, hein, dans tous ces acteurs-là se sont mobilisés depuis maintenant bien des années pour améliorer la situation dans les établissements. Et donc sur les deux volets qu'on a évoqués finalement, les protéger de ces attaques, les aider à réagir, et puis protéger les données dont ils sont aujourd'hui les possesseurs. Alors les possesseurs parfois transitoires, mais de très gros volumes de données. Donc ça c'est un élément qui est extrêmement important pour nous, c'est d'arriver à mobiliser tous ces acteurs-là. Donc ça a été fait dans le passé à travers différents dispositifs qui ont commencé il y a assez longtemps. Le premier dispositif qui a été monté, c'était le plan de renforcement cyber, qui était plutôt orienté vers, on va dire, des actions d'exercice de crise, des choses de ce type-là. Et puis petit à petit, sans doute à cause d'un manque de moyens, finalement, ces actions ont trouvé certaines limites. Et donc depuis maintenant plus de 2 ans, il y a un programme qui a été lancé, CARE, et qui vise à accompagner les établissements dans leur montée en sécurité, avec un certain nombre de thématiques qui ont été définies. Donc il y a 4 axes aujourd'hui dans le programme, qui touchent aussi bien à la gouvernance, aux ressources, les ressources extrêmement importantes au sein des établissements, malheureusement trop rares encore aujourd'hui, difficiles à attirer. Une question de formation et de sensibilisation, et puis des secteurs très opérationnels, c'est-à-dire des thématiques de sécurité opérationnelle qui aujourd'hui sont mises en jeu lors des chaînes d'attaque qu'on a pu constater. Et donc là, pour le coup, il y a des moyens conséquents, très conséquents qui ont été donnés, et avec de l'argent qui est fourni aux établissements pour arriver à faire ces chantiers-là. Alors sur un rythme qui est relativement soutenu, on leur demande de travailler à un rythme élevé parce qu'en fait, il y a des dépendances importantes, et puis surtout, le risque, la menace, comme l'a souligné Silver, reste très élevé, et il est important de traiter certains des points le plus rapidement possible. Donc ça, c'est pour les actions qui ont été mises en œuvre. Silver, quel a été le rôle finalement de l'ANSSI dans ces différents dispositifs? On a parlé de France Relance d'ailleurs, que je n'ai pas évoqué aussi, qui a accompagné les établissements. Donc l'ANSSI, c'est 650 agents qui exercent une très grande variété de métiers et qui sont tous réunis autour d'une mission commune, c'est de renforcer la cybersécurité du pays. Concrètement, comment se traduit cet accompagnement? Donc, ça implique de maîtriser l'état de l'art, des technologies, de la sécurité des systèmes d'information, et aussi donc, de partager toute cette connaissance de la menace, connaissance des bonnes pratiques et des technologies pour se protéger. Et donc, voilà, ce partage, on cherche vraiment à le faire avec l'ensemble des écosystèmes sectoriels avec lesquels on travaille, dont celui de la santé. Concrètement, ça prend la forme de publications. On a des ressources documentaires qui sont disponibles sur le site de l'ANSSI, cyber.gouv.fr, qui permettent de mieux comprendre l'état de la menace. On a un panorama de la menace annuel. On a publié l'année dernière un état de la menace dédié au secteur de la santé. On a aussi une collection de guides de bonnes pratiques avec différents niveaux de complexité pour mettre le pied à l'étrier de la cybersécurité, puis ensuite appliquer des mesures de protection plus ardues, on va dire. Donc il y a tout ce volet documentaire qui est accessible sur étagère sur notre site. On fournit aussi des services et des outils. Alors là, c'est de façon un petit peu plus ciblée, en lien avec l'historique que je rappelais d'actions destinées prioritairement à l'administration, aux opérateurs d'importance vitale. Mais petit à petit, et j'y reviendrai, on cherche à passer à l'échelle tous ces dispositifs d'accompagnement pour en faire bénéficier le plus grand nombre d'entités. Donc on va avoir des services pour accompagner les acteurs pour se former, pour les conseiller dans leur projets informatiques et dans la façon de les sécuriser, pour les auditer, demain aussi pour les contrôler. Donc on a toute une offre de services qui se déploie. De façon plus ponctuelle, on est amené aussi à effectivement piloter des dispositifs de soutien financier. Donc ça a été le cas du volet cybersécurité du plan France Relance, dont l'ANSSI a piloté la mise en œuvre.
Ça a bénéficié, comme disait Dorothée, à plus de 130 groupements hospitaliers pour un montant de 25 millions sur les 100 millions du volet cyber du plan France Relance. Donc c'était assez significatif. Mais c'était finalement un financement d'amorçage. Le plan CARE dont tu nous parleras tout à l'heure continue cette idée d'amorçage. Et il y a aussi l'enjeu derrière de pérenniser ces financements et que la cybersécurité soit vraiment intégrée au fonctionnement routinier et récurrent d'une structure. Merci Sylvia. Donc effectivement, donc les plans France Relance, le plan CARE, avec un premier appel à financement qui a été lancé l'année dernière avec un montant de 65 millions d'euros juste sur le sujet Active Directory, exposition Internet. Dorothée, comment est-ce que le secteur se saisit finalement de ces opportunités de financement? Est-ce qu'ils sont efficaces et est-ce qu'ils arrivent à toucher finalement la bonne cible? Alors le retour aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul pour en tout cas le qualifier. Néanmoins, ce qui est assez positif, c'est que le plan d'amorçage qui a été fait dans le cadre de France Relance et qui a démontré qu'on était passé d'une lettre de maturité, d'une évaluation de DAB, me semble-t-il, et que les points saillants de cette première évaluation ont permis de à la fois détecter les axes d'amélioration où il faudrait aller. Donc ça, c'est hyper positif. Et à la fois, tout le monde a bien le sentiment sur le terrain qu'il faudrait aller encore plus vite et que effectivement, là où je rejoins, ça doit devenir en fait quelque chose de typiquement routinier et banal d'investir dans son plan cyber au même titre qu'on a son expert comptable, au même titre qu'on a tous les services de support. Et donc, l'avenir sera là en fait, que ça devienne une action de tous les jours et que surtout, ça s'inscrive dans une démarche au long cours. Donc c'est ça évidemment l'enjeu, sont des phases d'amorçage. Ce sont des financements qui sont bien évidemment bien accueillis par les industriels évidemment, mais également surtout par les hospitaliers, parce qu'effectivement ils ont besoin de cette impulsion, ils ont besoin de cet accompagnement. L'idée effectivement c'est aussi qu'ils puissent être orientés vers des acteurs de terrain qui leur sont proches, avec qui ils font équipe, c'est-à-dire que nous on représente un écosystème de gens au niveau territorial qui sont proches des entreprises, qui sont proches des hôpitaux, qui investissent réellement sur la résilience des territoires. Et c'est important de faire cette équipe de France quelque part pour à la fois avoir des boucles courtes d'économie numérique pour justement impacter, se faire conseiller et de continuer de travailler sur l'avenir en fait ensemble. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura réglé l'Active Directory, il y aura probablement autre chose, et de trouver finalement des acteurs du territoire pour accompagner, pour que justement on crée ces boucles de coopération. Ça me paraît aujourd'hui indispensable. Et on a toujours tendance à penser que l'écosystème français n'est pas au niveau, il n'y a pas suffisamment de solutions pour accompagner au niveau français. Le plan France Relance a démontré qu'on avait réussi à mettre plus de 85% de solutions françaises et européennes. Donc les acteurs sont là en fait. On avait à l'époque 40 millions étaient investis dans des acteurs européens, 33 millions dans des acteurs français. On peut continuer en fait sur cette voie-là et justement créer des boucles où à la fois les systèmes sont sécurisés et les données sont protégées en fait. Donc effectivement, cette notion de localité est extrêmement importante parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les établissements ont peu de ressources internes, ils sont quand même très dépendants des ressources qui leur viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'acheter des outils. Il faut que ce soit bien clair, malheureusement, certains établissements qui démarrent les chantiers ont un peu ce sentiment-là, je vais acheter un EDR ou un antivirus ou un nouveau firewall et ça va régler tous mes problèmes. La réalité n'est pas du tout là, c'est des compétences au long cours qu'il faut avoir. Absolument, et puis surtout, ça paraît assez bête, et pardonnez-moi d'avance, mais en fait, quand ma maison brûle, j'aime bien savoir comment on se dit, c'est au bout de ma rue. Quand vous êtes en pleine attaque cyber, quand vous avez appelé votre CERT Santé, vous êtes aussi content que les équipes du privé qui peuvent venir vous aider, elles viennent du coin en fait, parce que vous vous sentez quand même épaulé dans une pleine situation de gestion de crise, et ça change quand même un petit peu tout dans l'approche, dans le fait d'être accompagné par des gens qui sont présents, qui peuvent se déplacer, qui vous lâchent pas parce que c'est dimanche, et surtout qui sont réellement à vos côtés parce que quelque part c'est aussi leur bassin, c'est aussi leur lieu où ils vont aller se faire soigner eux-mêmes, et ils sont très impliqués en fait. Ça paraît assez banal, mais ça va mieux en le disant parce que c'est leur territoire aussi. Alors typiquement, ça rejoint une des mesures du programme CARE, qui est la création dans chaque région de ce qu'on a appelé les centres régionaux de ressources cyber. Donc on a demandé aux agences régionales de santé de créer
une structure qui animera localement au sein de la région, de proposer des offres locales de formation, d'accompagnement, de réponse à incidents pour les établissements afin qu'ils puissent trouver des solutions et qu'ils n'aient pas eux-mêmes à partir à la recherche de ça. Aujourd'hui, le marché est quand même parfois un peu difficile d'abord pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Et donc ça aide ces établissements, notamment les moins matures, à trouver des solutions pour tous ces cas-là. Donc là, on a parlé de moyens de soutien, mais il y a une autre chose qui est en train de bouger très vite, c'est la partie réglementaire. Donc là, il y a beaucoup de textes qui arrivent ou qui sont déjà là d'ailleurs. Sylvain, tu peux nous en dire 2 mots peut-être? Oui, effectivement, au vu de l'ampleur de la menace et des risques qui sont parfois insuffisamment ou mal appréciés par les entités, les risques qui pèsent sur eux, donc sont parfois soit négligentes, soit qui méconnaissent les enjeux. Le cadre réglementaire, du coup, est amené aussi à se renforcer. On a, en matière de cybersécurité, on a 2 piliers. Il y a différents textes, différents cadres, mais je vais retenir vraiment 2 piliers importants à avoir en visibilité. Il y a la directive dite NIS 2, qui est en cours de transposition dans le droit français, c'est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, et là qui est un texte qui va imposer un certain nombre de mesures de base en matière de sécurité des systèmes d'information aux entités critiques de un très grand nombre de secteurs d'activité, et donc notamment le secteur de la santé va être concerné. Donc ça c'est vraiment un texte à retenir, NIS 2, avec des obligations d'enregistrement des entités auprès de l'ANSSI pour se faire connaître comme entité critique soumise à NIS 2, les obligations de signalement d'incidents qui seront gérées pour le secteur de la santé en lien et en coordination avec le CERT Santé, et donc des obligations de mesures de sécurité à mettre en œuvre pour se conformer à NIS 2 et garantir un socle commun de cybersécurité harmonisé au sein de l'Union européenne. Ça, c'est le premier pilier qui concerne les entités critiques. Le second pilier, c'est le CRA, c'est le Cyber Resilience Act. C'est un règlement européen également, et qui, lui, vise les logiciels et les produits qui embarquent du numérique. Donc NIS 2, on s'intéresse aux entités critiques pour s'assurer qu'elles sont matures et sécurisées. Là, avec le CRA, on s'intéresse aux produits qu'on met dans les mains des utilisateurs finaux et aussi des patients et des professionnels de santé pour s'assurer que ces produits sont sécurisés dès la conception, qui sont sécurisés par défaut et qui sont sécurisés tout au long du cycle de vie du produit. Et donc en cas de vulnérabilité, qu'il y ait des correctifs qui soient livrés gratuitement, etc. Donc tout ça va être encadré et ça vient compléter le volet soutien de la politique qui est animée au niveau national. Alors, on peut compléter ce panorama, donc là avec toute la réglementation européenne, avec un certain nombre de réglementations qu'on peut avoir au niveau national, donc typiquement la loi de programmation militaire, où il y a un certain nombre d'exigences aujourd'hui, ou de réglementations sectorielles qu'on peut avoir. Par exemple, on a une politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, qui énonce un certain nombre d'exigences, ou le référentiel des hébergeurs de données de santé, qui là aussi donne des exigences particulières pour avoir le droit aujourd'hui d'héberger des données de santé pour un tiers. Donc ça, tous ces référentiels-là s'accumulent, on se fait beaucoup de textes et qui viennent peser sur l'écosystème. Alors, ils viennent peser surtout sur des entités plutôt de terrain. Et comme on sait qu'ils n'ont pas les compétences, on se dit que aujourd'hui, les prestataires et les industriels peuvent voir ça comme une opportunité. Est-ce que c'est bien le cas, Dorothée? Alors, ça peut être perçu à la fois comme une opportunité, mais plutôt comme une opportunité au bénéfice de la cyber-résilience. C'est-à-dire que nos professionnels, ils équipent là où il y a des besoins. Ils ne sont pas forcément fans ni de surréglementation, ni de cadre réglementaire plus. On va dire que c'est quand même une thématique pour laquelle il y a beaucoup de littérature. Donc ça peut être perçu comme une opportunité en se disant on va vendre plus parce qu'il va falloir mieux équiper. En fait, la vraie question, c'est de quels moyens avons-nous besoin pour nous garantir la cyber-résilience de nos territoires? Très concrètement, c'est plutôt ça le sujet sur lequel nous, on est. Et à ce titre, on a mis en place aussi, par exemple, l'Hexadiag, qui est pour préparer un petit peu les gens avant, qui vont peut-être être arrivés à NIS 2 à terme, mais en tout cas pour avoir une évaluation en autodiagnostic, autonome, gratuit, pour que les gens puissent s'évaluer et s'éduquer finalement à la sécurité informatique. Donc on a plutôt, nous, lancé cet acte en attente d'avoir les textes qui ont pris un petit peu de retard, donc l'Hexadiag sur une démarche de cybersolidarité. Et puis effectivement, on prépare nos professionnels pour qu'eux-mêmes digèrent aussi la réglementation, parce que le texte évolue aussi à l'Assemblée nationale par rapport à la directive, et que oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça va mettre un socle commun de toutes les entités sur les obligations en matière de cybersécurité, et ça va permettre aux gens d'avoir la même grammaire et les mêmes attendus. Donc ça, c'est important. On voit aussi que notre société évolue vite de façon digitale. La transformation numérique se fait très rapidement, et à la fois, il y a des tout nouveaux problèmes auxquels on n'avait pas pensé qui arrivent, qui ne sont pas forcément liés à la santé, mais on peut le voir dans beaucoup de filières. En fait, il y a beaucoup d'objets qu'on a et on ne s'est pas posé la question si c'était sécurisé by design.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, il y a quand même une inquiétude que l'on trouve dans les territoires, que l'on trouve dans les GHT, que l'on trouve chez les PME. C'est comment on va financer tout ça, en fait. Parce que, effectivement, ce n'est pas à l'État de payer pour toutes les nouvelles réglementations, les nouvelles adaptations à notre monde. Néanmoins, il faut à la fois trouver des ressources financières pour investir durablement, massivement, pour relever le défi de l'IA, le défi du quantique, etc. Et puis à la fois, nous faut les ressources humaines pour pouvoir le faire. Et donc il y a un double enjeu de trouver le bon fonctionnement entre nous tous. Et c'est ce qu'on fait un peu au quotidien avec l'ANSSI, la DNS et tous les acteurs, de trouver les bons paramètres pour avancer ensemble et trouver des solutions de terrain finalement à tous les acteurs qui se posent des questions. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que si on devait se donner une perspective pour les 2-3 prochaines années, quels seraient pour vous finalement les principaux challenges, peut-être Dorothée? Il y a évidemment le projet Nice 2 qu'on attend et pour lequel il va falloir évidemment un petit peu de temps pour que ce soit qu'on trouve son application de terrain. Je crois que Vincent Strubel a parlé de 3 ans. Et donc, on va être un petit peu occupé avec ce texte. On est déjà effectivement sur les textes du CRA et tout un tas d'autres textes qui arrivent au niveau européen. Donc, on va être beaucoup quand même dans une boucle réglementaire. Et puis, on va être aussi sur probablement un dimensionnement européen, c'est-à-dire quel numérique on souhaite défendre au niveau européen entre nous, quelle application on fait entre nous pour qu'on ne soit pas dans une situation de concurrence déloyale en France vis-à-vis d'acteurs certes européens, mais qui n'appliqueraient pas Nice 2 de la même façon que nous, voire de nos compétiteurs extra-européens. Et enfin, il y a un grand défi aussi qui nous attend, je pense, c'est tout ce qui est lié à la protection de nos données, à la question du cloud, comment on allie compétitivité et acteurs européens. Certains se posent cette question si c'est possible. Moi, je suis foncièrement convaincue que ça va le devenir. En tout cas, ça l'est déjà. Et ce qu'il faut, c'est qu'on documente et qu'on continue de convaincre. Donc voilà, ça, en tout cas, c'est nos projets pour ces 2 à 3 prochaines années. Projet ambitieux. Silver? Dans le contexte de Nice 2, le leitmotiv de l'ANSSI, ça va être vraiment le passage à l'échelle, c'est-à-dire la généralisation de la prise en compte de la cybersécurité, pas uniquement par quelques administrations ou entreprises très stratégiques, ou ni même uniquement par les GHT, mais vraiment par l'ensemble des secteurs d'activité critiques pour la nation. Et donc dans la santé, ça implique les hôpitaux, donc les GHT, les hôpitaux, publics comme privés, tout le tissu de la filière santé, les fabricants de dispositifs médicaux, l'industrie du médicament. Donc on cherche vraiment à embarquer tous les acteurs dans cette démarche de sécurisation pour avoir un bouclier cyber vraiment à l'échelle nationale qui soit solide. Donc généraliser et puis arriver à maintenir l'effort dans la durée. On a parlé de plans de soutien, de financement temporaire ou ponctuel avec France Relance, avec le plan CARE qui ne va pas non plus durer éternellement. Et donc il y a vraiment l'idée d'amener les entreprises et les institutions, les administrations à intégrer vraiment la cybersécurité dans leur routine de fonctionnement et donc de prévoir pour ça un minimum de budget, de ressources proportionnées au budget qu'ils allouent au numérique, qui, il ne faut pas l'oublier, mais est porteur de transformations absolument incroyables pour le secteur de la santé et notre pays en général. Mais donc il faut arriver systématiquement, dès lors qu'on se déploie dans le cyberespace, qu'on intègre une quote-part de sécurisation des systèmes pour tenir dans la durée. Dorothée parlait des défis technologiques, l'IA qui est déjà là, le quantique qui va arriver. On voit bien que la menace et les technologies vont évoluer sans cesse et donc il faut absolument intégrer une démarche de sécurité et pas juste viser une cible ponctuelle, que ce soit Nice 2 ou une autre. Il faut vraiment que ça devienne un processus routinier pour les organisations. Merci à tous les deux. Alors, je crois qu'il nous reste un peu plus d'1 minute. Est-ce qu'il y a des questions par hasard dans l'assistance? Moi, j'en ai une. Comment convaincre une entreprise de mettre en place une politique cyber alors que ça va lui entraîner des coûts qui peuvent être assez conséquents pour elle et qui, parfois, elles, vont sous-traiter cette menace de manière un peu légère? Je te laisse, vas-y. Dans Unovi, j'étais directrice prévention des risques pour 100 000 salariés. En fait, il faut reprendre ce qu'on a mis en place en 2002, c'est-à-dire le document unique d'évaluation des risques. Il y a tout un tas de risques professionnels. Le risque de sécurité numérique est devenu un risque professionnel adapté à la modernité de notre société. Il faut garder le même schéma et l'inclure en 19e ligne s'il le faut,
pour à la fois que pouvoir faire la transposition des choses, c'est-à-dire que la gestion d'un risque se fait globalement toujours de la même façon, mais y apporter des solutions très particulières, très concrètes, avec des acteurs qui peuvent accompagner. C'est pour ça que l'ANSSI met en place des diagnostics, c'est pour ça qu'on met en place des diagnostics, c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Mais je pense qu'il faut garder une démarche finalement d'évaluation des risques classique et l'adapter au milieu du risque professionnel pour démarrer la démarche en tout cas. Et après, effectivement, il y a des questionnements qui sont propres parce qu'il faut faire des choix de solutions et des choix technologiques. Mais ça reste une démarche de prévention quoi qu'il arrive. Elle est juste adaptée à une modernité qui est nouvelle et qu'on doit gérer. Il y a un élément, je pense, qui a été extrêmement important, on l'a constaté beaucoup dans les établissements de santé, c'est la prise de conscience par rapport aux autres événements qui ont pu survenir, et en particulier sur l'impact important. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher de traiter a posteriori que de prévenir. Et ça, malheureusement, tant qu'il n'y a pas des gens qui viennent vous l'expliquer, qui sont un peu des directeurs comme vous, des DAF comme vous, parfois c'était un peu difficile à comprendre. Et aujourd'hui, je pense que le message commence à passer. Merci beaucoup, merci à la French Care, à BPI France pour l'opportunité de cette table ronde. Et je crois qu'on a terminé. J'avais juste on a le droit. Ouais. On a le droit à une question. Allez. Une petite question, en fait, pour savoir à quel stade de développement une entreprise doit penser à la cybersécurité. Est-ce qu'il y a un stade dès qu'elle ouvre un ordinateur? Non, mais bien sûr, mais je veux dire, pour qu'elle l'intègre, en fait, quand on crée une société, on ne va pas penser tout de suite à cybersécurité. Mais malheureusement, les attaquants vont y penser tout de suite. Voilà. Et en fait, c'est là où est le danger, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, ils ne ciblent pas. Enfin, dans notre secteur. Après, il y a des solutions adaptées à chaque situation. On a parlé plutôt d'équipements de gros GHT, mais à la fois, vous avez des réflexes à avoir. Effectivement, même en tant que particulier, dès que vous ouvrez un ordinateur et au fur et à mesure où votre entreprise croît, vous avez des nouveaux problèmes, entre guillemets, ou des points d'alerte à gérer. Mais c'est effectivement, le bon réflexe, c'est de penser à sa sécurité dès le démarrage, mais dans nos actions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et en fait, la cybersécurité, c'est probablement un des rares sujets que vous pouvez à la fois appréhender de façon professionnelle et personnelle parce que vous avez besoin de vos usages numériques qui sont hybrides. Donc, quand vous sécurisez votre téléphone ou votre ordinateur, vous êtes déjà en train d'en faire quelque part. Ouais, effectivement, mais il y a des solutions adaptées à tous les niveaux, à tous les budgets, à toutes les difficultés, en fait. Vous n'avez pas besoin du full package d'un hôpital dès que vous démarrez, effectivement. Et probablement que vous n'en aurez jamais besoin. Effectivement, le plus tôt est le mieux et c'est jamais trop tard pour s'y mettre. On a tout un travail au niveau de l'ANSSI avec d'autres partenaires pour intégrer la cybersécurité, la prise en compte dès le plus jeune âge, dès l'école, pour qu'on ait des actions de sensibilisation, pour que petit à petit, les enfants qui grandissent intègrent ça dans leur sphère personnelle, mais aussi en tant que professionnels demain. Et puis quand vous avez, parce que vous étiez là par exemple aujourd'hui et que vous voulez vous y intéresser demain, vous pouvez aussi aller sur le site de l'ANSSI, sur messervices.cyber.gouv.fr, et vous avez un diagnostic qui est proposé, accompagné de façon gratuite par un acteur qui a été labellisé par l'ANSSI. Ça peut être un bon moyen pour évaluer sa maturité et avoir une aide pour un premier pas dans le domaine avant ensuite de prioriser les choses. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre attention et bonne suite de salon.